Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui j'ai changé un peu de setup dans mon bureau parce que il y a une lumière. On est le 29 octobre, il fait grand soleil. Je crève de chaud dans mon bureau depuis hier et la clim est déjà passée en mode réversible chauffage. Autant te dire que c'est une serre là-dedans et en plus il y a des rayons de soleil qui viennent sur moi, sur mon setup. On va pas se plaindre, il fait beau, il fait chaud, mais ça explique ce petit changement. Bref, tu l'auras compris, je vais te parler dans cet épisode de mon voyage à Tokyo et spoiler, si tu n'as pas envie que je t'incite à aller à Tokyo, n'écoute surtout pas cet épisode parce que clairement ça a été le plus beau voyage de ma vie. Je te dis ça mais j'ai pas voyagé énormément. La première fois que je suis sortie d'Union Européenne, c'était en début d'année pour aller à New York, donc j'ai pas non plus fait le tour de la Terre, mais vraiment, je suis trop contente d'avoir fait celui-ci parce que je misais pas forcément sur l'Asie ni sur le Japon et au final, je suis ravie et j'ai déjà hâte d'y retourner. D'ailleurs, pour être dans le thème, je me suis fait un petit matcha, n'hésite pas à faire pareil en m'écoutant. Avant de commencer, je tenais à rappeler que chaque avis que tu laisses, 5 étoiles évidemment, sur les plateformes d'écoute m'aide énormément à être découverte sur les plateformes. Donc je sais que j'ai énormément d'écoute pour très peu quand même d'avis, donc je te laisse le faire si tu ne l'as pas déjà fait, et si tu me regardes sur YouTube, c'est avec plaisir que je te lis dans les commentaires, que je vois le nombre d'abonnés qui grossit, et je suis ravie puisque ça commence à prendre enfin sur toutes les plateformes, et c'est aussi grâce à vous et à vos partages aussi notamment sur Instagram. Bref, dans l'épisode 15 et 16 de ce podcast, et là je me dis what the fuck, on est déjà à l'épisode 40, je vais vous dire ça tout de suite, 47 du podcast, et donc le voyage à New York c'était les épisodes 15 et 16, comme quoi l'année est passée ultra vite. Là j'ai l'impression que d'un côté j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai ce podcast, et d'un autre quand je dis c'est l'épisode 46, 47, ça me paraît quand même peu parce que j'ai l'impression que ça fait encore une fois comme je te disais des années, mais quand je fais le comparatif avec l'épisode 15 et 16 je me dis ouais ok là c'est passé beaucoup trop vite cette année. Bref, dans ces épisodes-là, je te disais que pour moi, New York, c'était surcoté. Après, j'étais pas ultra objective parce que j'ai quand même eu des expériences à New York qui n'ont pas fait que ce voyage était incroyable pour moi. Je suis arrivée malade parce que je suis tombée malade dans l'avion. Spoiler, je suis tombée malade au retour de Tokyo, mais bon, vaut mieux être malade au retour qu'à l'aller. Autant te dire que les 3-4 premiers jours à New York étaient pas très simples pour moi. Et c'était en hiver, donc on a fait de l'hélicoptère avec les fenêtres ouvertes. J'ai cru crever. Enfin voilà, si tu veux ces coulisses en gros de mon voyage à New York, n'hésite pas à écouter les épisodes 15 et 16 si ce n'est pas déjà fait et que tu ne me connaissais pas encore à l'époque. Mais du coup, je me suis dit que c'était bien de faire un petit contraste sur le podcast puisque j'avais appelé notamment un des épisodes New York surcoté. Et bien, je me suis dit que là, il fallait que je parle du fait que Tokyo est selon moi sous-coté. Vraiment, on en parle de plus en plus et c'est très bien du Japon, mais voilà, en fait, on n'en parle pas assez. Allez à New York si ça vous fait plaisir, mais aller au Japon, aller en Asie, c'est quand même incroyable. C'est un peu plus loin, mais je vais t'expliquer dans cet épisode les avantages que je vois par rapport à l'Amérique. Si tu peux tout faire, tant mieux. Mais si tu hésites à aller au Japon ou si tu sais pas la première destination sur ta liste, franchement, je vais peut-être te faire changer d'avis. Il y a aussi un autre point que je voudrais préciser par rapport à New York. Je pense que quand je suis partie à New York, j'étais déjà au bord ou même dedans, dans ma période d'épuisement professionnel que j'ai vécu en début d'année. Donc je pense aussi que ça a pas aidé à kiffer ce voyage. J'étais déjà, je pense, très fatiguée. Mon système immunitaire, mais bon, j'ai l'impression que ça va toujours pas mieux, mais était en PLS. Et puis, je venais d'avoir Valentine dans mes équipes, donc j'avais quand même une alternante à gérer à distance. Comme je t'avais expliqué, le décalage horaire ne m'allait pas trop puisque j'avais l'impression de me réveiller en retard. Alors que là, au Japon, c'est l'inverse. Tu te réveilles, la France dort, donc t'as l'impression d'avoir de l'avance. Et je comprends du coup pourquoi les gens qui sont à Bali et tout disent que le rythme est cool. C'est vrai que du coup, t'as ta matinée pour toi, tu choisis et t'as pas de distraction, on va dire, t'as pas d'impératif. Et ensuite, l'après-midi, t'as la France qui se réveille, mais du coup, soit t'as pu travailler avant et envoyer tout ce que t'avais envoyé, soit tu peux profiter de ta matinée et puis échanger avec la France ou autre l'après-midi.
Donc je l'ai beaucoup mieux vécu, mais aussi parce que mon business model était beaucoup plus léger. Je suis aussi beaucoup plus maintenant consciente de ma santé mentale, de ma charge de travail, de ma charge mentale, du fait que si je fais pas un truc, d'ailleurs c'est une grosse décision que j'ai prise pendant ce voyage, de décaler la sortie du module que j'avais promis à mes clientes, mais parce qu'en fait je ne pouvais pas le faire. Déjà en termes de timing, et surtout si je me forçais à le faire, je savais que ce serait pas aussi bien fait que je le souhaitais, et qu'en fait je me suis dit meuf, t'es à Tokyo, tu vis ta best life, t'as 26 piges, tu revivras plus jamais cette expérience. Alors que tes clientes, elles vont pas t'en vouloir d'attendre 2 semaines, voire 3 semaines de plus, voire 1 mois de plus, si ce que tu sors c'est incroyable, si t'as eu le temps de le faire dans les bonnes conditions, etc. Et ça c'est un truc que j'aurais pas osé faire, je pense, il y a encore quelques mois dans mon business, en me disant je me suis engagée, qu'est-ce qu'elles vont penser, etc. Et au final, je voulais te transmettre ça avant de vraiment parler du Japon et de Tokyo, de dire que quand t'es en voyage, je te le dis aussi dans le vlog qui est sorti jeudi dernier, mais en fait, il y a beaucoup de trucs sur les réseaux, tu vois des digital nomades qui vivent leur best life, sache que c'est pas adapté à tout le monde. Il faut le tester pour savoir si toi ça peut te convenir, mais je sais qu'on est nombreux, je l'ai vu moi dans mes clientes qui sont revenues plus vite que prévu, qui n'arrivaient pas à travailler autant qu'elles le souhaitaient à l'étranger, etc. Il faut se dire qu'il y a toujours des temps d'adaptation de toute façon quand tu voyages, donc il y aura toujours du temps entre guillemets de perdu, où il faudra que tu retrouves des routines, des habitudes, donc voilà, c'est pas si beau, si facile que certains veulent bien le faire croire quand ils te disent tu vas gagner 3000 €, être digital nomade et plus rien faire de ta vie, siroter des cocktails et nanani. C'est pas forcément vrai, en tout cas moi c'est pas un mode de vie qui pourrait aller, je pourrais pas être aussi productive sur certaines périodes, je pourrais pas être aussi épanouie aussi parce que j'ai besoin de voir ma famille, il faut aussi se connaître et tester pour voir si c'est quelque chose qui peut te plaire. Mais moi c'est des voyages que j'adore faire mais qui impactent énormément mon énergie, impactent énormément mon business, ma productivité, etc. Donc je pourrais pas le faire tous les mois et j'en ai pas l'envie non plus. Mais du coup, comme cette année, j'ai énormément travaillé mon mindset, le fait de pas avoir forcément à travailler tout le temps. J'ai organisé aussi mon business pour déléguer au maximum. Ça m'a permis de profiter à 100% de ce voyage. J'ai juste tourné 2 épisodes de podcast, mais qui m'ont fait trop kiffer de pouvoir le faire à l'étranger. J'ai pas eu de contraintes en fait. J'ai fait vraiment ce que j'avais envie de faire et ce qui dans mon business me fait le plus kiffer. 2 épisodes de podcast, un live avec mes clientes et c'était très bien comme ça, et du coup ça m'a permis de kiffer un max ce voyage, beaucoup plus que par exemple New York où j'ai quand même pas mal travaillé, mais où l'atmosphère faisait aussi que à New York t'es plus dans un mood, tu vas dans un café, tu vas travailler, il y a aussi peut-être moins de choses à faire, moins de choses à voir, la culture est moins différente, donc là vraiment Tokyo, je pense que c'est pas un voyage où faut te dire que tu vas bosser à fond, parce qu'en fait tu serais presque déçu de pas voir tout ce qu'il y a à voir, et moi j'ai clairement pas vu tout ce qu'il y avait à voir, mais j'ai fait le mieux que je pouvais, et au moins j'ai aucun regret. Perso, il y a encore un an, j'étais pas du tout attirée par l'Asie, vraiment, c'est vraiment ce que je disais, en fait, je disais pareil de l'Amérique, en fait, je sais pas, c'est pas des continents qui me faisaient rêver, je pense que j'étais plus en mode, moi là je le suis encore, je suis plus en mode, allez, on va dans les îles, je ne fais rien, en mode les doigts de pied en éventail devant la piscine. Là je sens qu'il faut que je le fasse, je sais pas quand je vais le faire, mais il faut que je me fasse quand même une semaine où je ne fais rien, parce qu'on a beau dire les voyages comme ça, New York, Tokyo, c'est ultra fatigant, parce que comme je te disais, t'as plein de choses à voir, t'as plein de trucs à faire, t'as plein de monde autour. Là moi je pense que la prochaine étape c'est vraiment le truc où j'ai 4-5 jours où je ne fais rien, je lis des livres, je suis au bord de la piscine en all inclusive et on me parle plus. C'est vraiment ce dont j'ai besoin. Mais du coup, donc c'était vraiment pas l'Asie, ma destination, en tout cas pas le Japon, ma destination première sur la liste. Mais au fur et à mesure de cette année, j'ai suivi, tu le sais, je suis de plus en plus de youtubeuses lifestyle, chose que je faisais pas du tout avant, parce que avant je m'autorisais pas à regarder des contenus différents que du contenu business, malheureusement. Et donc cette année, je me prends beaucoup plus de temps pour ça, et c'est ce qui fait aussi que je pense mon contenu est de plus en plus visible, parce que ça me permet aussi de m'inspirer d'autres thématiques. Bref, passons, je ferai peut-être un épisode dédié à ça.
Mais du coup, je suis de plus en plus de youtubeuses lifestyle, etc. mais qui ont souvent une marque, qui parlent souvent un peu business. Je te le disais, il y a notamment Marie Lopez, Enjoy Phoenix, qui fait certes du lifestyle, mais qui aussi parle de ses marques. Donc, il y a toujours ce truc d'entrepreneuriat qui, moi, m'intéresse. Il y a évidemment Andy Ella, c'est ma révélation de l'année. Cette meuf, je l'adore, vraiment, je la kiffe. Je l'aime trop. Et du coup, elle qui a une marque de matcha qui s'appelle Minia Matcha, qui est celui que je bois en ce moment. Et du coup, forcément, elle a du contenu aussi axé Japon, axé, elle répète souvent qu'elle est fan de ces endroits. Et je suis aussi Stell Stell, qui a la marque Noka Matcha. Donc c'est des meufs qui forcément sont attirées par l'Asie, qui en parlent à travers leur contenu, qui ont des contenus dédiés quand elles partent là-bas, qui partent régulièrement là-bas. Andy, c'est très... Elle passe des mois entiers au Japon dans l'année. Du coup, forcément, en fait, ce contenu a fait que je me suis de plus en plus intéressée à l'Asie et au Japon. Et je me suis dit, en vrai, si tout le monde en parle et s'il y a une hype autour, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe là-bas. Et finalement, on a eu l'opportunité d'aller à Tokyo à ces dates pour des raisons pro. Et du coup, on s'est dit, moi je me suis dit, c'est mon chéri qui avait cette opportunité, et je me suis dit, je vais aller avec lui parce que là, c'est l'occasion ou jamais, c'est une opportunité de ouf, j'ai les moyens de le faire. À un moment, je sais pas si j'aurai cette opportunité de le refaire là dans les prochaines années ou en tout cas dans les prochains mois. Donc let's go, on y va, on se fait 2 semaines là-bas et on kiffe. Et puis, comment vous dire, en fait, ce n'était pas des paroles en l'air. Je comprends pourquoi ces filles, en fait, adorent le Japon et l'Asie. Et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est une destination vraiment incroyable. Donc déjà, l'avantage que je te recommande aussi si tu vas au Japon, c'est de faire plusieurs villes. Les villes, entre elles, sont très bien desservies par des TGV en gros. Et du coup, je suis quand même contente qu'on n'ait pas fait juste Tokyo. On a fait Tokyo 1 semaine, Osaka et Kyoto. Kyoto 3 jours, Osaka 2 jours. Et vraiment... je suis trop contente parce que j'ai eu l'impression de vivre aussi plusieurs voyages. Tokyo, c'est vraiment la mégalopole. Kyoto, c'est beaucoup plus traditionnel. Osaka, c'est un peu entre les deux. Franchement, c'était... à chaque fois qu'on changeait de ville, j'avais l'impression de vivre un nouveau voyage. Et moi, je sais que je me lasse rapidement. J'ai rapidement, quand je suis à l'étranger, l'envie de rentrer auprès de mes proches, chez moi, dans mon quotidien. Et donc là, de changer, c'était un petit peu fatigant, il faut se le dire. Ça permet vraiment de dynamiser le voyage, on va dire, et de pas répéter tout le temps les choses. Autre astuce, c'est de changer de logement, parce que malgré tout, quand tu restes dans un logement, tu as tendance à faire des choses qui sont autour, ou à apprendre à connaître le quartier de ton logement assez rapidement. Et du coup, de changer de logement, par exemple, nous, on a changé 2 fois à Tokyo dans la même semaine, puis ensuite on est revenu à Tokyo. On a fait en gros 3 logements à Tokyo, si je compte pas le dernier qui était proche de l'aéroport et qui servait pas à grand chose. Et du coup, ça nous a permis d'être dans des quartiers différents à chaque fois et donc de découvrir même à pied des endroits dans lesquels on serait pas forcément allé si on était juste dans un seul logement et qu'on faisait les touristes. Donc ça, c'est ultra cool aussi de te laisser aller un petit peu dans le quartier sans te dire on va là, on prend tel métro, on prend machin, parce que sinon tu vois jamais vraiment aussi les endroits beaucoup plus résidentiels, beaucoup plus calmes, beaucoup plus traditionnels. Donc je vais te donner 6 éléments que moi je retiens du Japon et qui font que c'est une super expérience, en tout cas pour des personnes comme moi. Je vais t'expliquer aussi par rapport à ma personnalité et tout ce qui m'a plu. Et à la fin, je te donnerai 2-3 tips, rien de ouf, mais si je peux t'aider pour ton prochain voyage à Tokyo ou au Japon, ce sera avec plaisir de te partager un petit peu, nous, ce qu'on aurait aimé savoir avant de partir ou tout au long de notre voyage. Du coup, la première facette du Japon qui, moi, m'a conquise, c'est le respect et la tranquillité. Franchement, tu te rends compte à quel point les gens sont respectueux et ça va avec aussi le deuxième point qui est la profonde gentillesse. Donc je vais faire les deux en même temps, ça ira plus vite. Respect, tranquillité et profonde gentillesse. Vraiment, il y a ce truc dans la culture qui fait que tu respectes les règles même sans avoir d'autorité en face de toi. J'ai
très rarement vu des policiers. Voilà, il y a pas forcément, j'ai pas fait attention, mais je pense pas qu'il y ait partout des caméras. Enfin voilà, nous j'ai l'impression qu'en France ou en Europe, c'est vraiment, enfin en Europe j'abuse parce que j'étais en Suède, c'est pas du tout le cas. Gardons la France. En France, si t'as pas des flics ou des caméras, les gens se sentent pas, tu vois, obligés de respecter les règles, même l'inverse, des fois, ils se sentent obligés de pas les respecter. Bref, passons. Tu as compris, de toute façon, si tu vis en France, tu vois très bien de quoi je parle. Alors qu'au Japon, toutes les minutes de leur vie, ils respectent les règles, ils sont silencieux, ils sont tranquilles, enfin pas forcément silencieux, ils sont ultra bavards quand t'es dans les métros, quand t'es dans les restos, ils parlent énormément, ils parlent super vite, mais ils ne parlent pas fort, ils ne dérangent jamais les autres. Et ça, c'est un truc qui, moi, profondément, me permet déjà d'être apaisée. Je suis rentrée à Paris, gare de Lyon, mais j'ai cru que j'allais partir en crise d'angoisse. Franchement, je suis quelqu'un quand même d'un peu anxieuse, mais pas à des stades où je fais des crises d'angoisse et tout. Mais là, j'étais au bout du Rolls. Et en fait, j'ai compris à quel point, au Japon déjà, et j'ai regardé une vidéo d'Andy avec un mec qui fait du contenu sur le Japon, je sais plus comment il s'appelle, mais il disait, et elle disait, en fait, moi, quand j'arrive au Japon, j'ai l'impression d'être apaisée. Et c'est vrai de ouf, genre moi, j'étais pas du tout anxieuse, pas du tout stressée, alors que je suis une meuf ultra stressée. Genre à New York, j'étais là en mode, j'étais stressée quoi. Ah, quand je vais à Paris, je suis stressée parce que j'absorbe toute l'énergie autour de moi. Et du coup, bah en fait, quand les gens sont stressés, je suis stressée, alors que j'ai pas... Quand ils sont pressés, limite j'ai l'impression de me dépêcher alors que j'ai pas de rendez-vous, tu vois. Je sais pas si ça te fait la même chose, mais moi c'est horrible. Et du coup, bah... au bout de 3 jours à Paris, je rentre chez moi, j'ai besoin de 2 jours où je vois personne et où je recharge mes batteries. Au Japon, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue. J'étais trop contente. J'ai fait plein de choses dans la même journée. Quand j'étais à New York, au bout d'un truc touristique, je rentrais et j'étais au bout de ma life, j'étais lessivée. Au Japon, on a fait plein de trucs touristiques dans la même journée, mais parce que comme tout le monde est calme, tout le monde respecte les règles, c'est fluide, personne se prend la tête, personne te prend la tête, personne te juge, personne te dispute d'avoir fait un truc mal, bah en fait, t'es bien, tu te sens bien, profondément. Donc pour comparer à New York, clairement, c'est pas du tout la même expérience pour des gens comme moi qui sont hypersensibles au niveau des sons, qui sont ultra vite épuisés dans des situations stressantes et tout, qui sont un peu des éponges aussi des énergies autour d'eux. Bah en vrai, le Japon c'est incroyable parce que du coup chacun, en fait t'as jamais des gens qui expriment leur énergie quelle qu'elle soit, juste les gens ils sont là et au contraire ils expriment beaucoup plus leurs émotions positives, c'est-à-dire que à chaque fois que tu t'adresses à quelqu'un, même s'il te comprend pas, j'étais surprise, il y a beaucoup de Japonais qui parlent pas du tout anglais, mais vraiment pas du tout. Mais en fait, ils vont toujours faire en sorte d'essayer de te comprendre avec le sourire, d'essayer de jamais t'envoyer bouler quoi. Alors qu'en France, quand ils parlent pas français, les touristes limite on les sert pas, tu vois. Et aux États-Unis, ils sont sympas, franchement, ils sont gentils aussi aux États-Unis. Je me souviens de ça. À quel point les gens te parlent ultra facilement, te demandent d'où tu viens, etc. Mais ils sont dans le too much. Pour moi, c'est trop. Ils parlent trop fort, ils font énormément de bruit, tout est immense, tout est obligé d'être exagéré. Alors qu'au Japon, c'est totalement l'inverse. Et moi, franchement, c'est ça qui m'a plu et qui a fait que tout le long, je me suis sentie ultra apaisée. Et je suis beaucoup moins fatiguée de 2 semaines à Tokyo que d'une semaine à New York. Et pourtant, Tokyo, je pensais pas que c'était à ce point une mégalopole, à ce point des énormes buildings. Enfin voilà, sur le papier, c'est une ville qui peut être comparée à New York en termes d'activité, en termes de grandeur. Mais les gens ne se comportent pas de la même manière et du coup, ça change absolument toute l'ambiance. Donc c'est magnifique et aussi ultra calme, donc tout ce qu'on aime. Et moi j'ai trouvé en termes de lumière, de nuit, c'est magnifique, c'est incroyable. Genre, il y a Times Square à New York, ok, c'est bien, mais ça reste un seul endroit, ça reste ultra aussi... les écrans, tu restes pas là 3 heures à les regarder, c'est trop quoi, c'est trop. À Tokyo, t'as des enseignes lumineuses partout. J'ai fait une photo d'ailleurs qui est magnifique, j'en suis ultra fière. Mais t'as des enseignes lumineuses dans les rues, un peu partout, en tout cas dans les quartiers animés où il y a beaucoup de magasins, de restaurants, etc. Et je trouve ça
ultra joli. Genre de nuit, c'est magnifique. Tu te balades et dans toutes les rues, t'as des néons, mais des néons qui sont pas agressifs, des enseignes lumineuses, comme tu vois sur les photos, mais juste quand t'es dedans, c'est magnifique. Autre point qui m'a bluffé, mais qui m'avait déjà bluffé quand j'étais en Suède, et donc c'est comparable en fait, c'est que en termes de sécurité, c'est insane. Genre, tu laisses ton sac, le sac, il ne bougera pas, quoi. Tu laisses... Enfin, si on risque de te le rendre sans rien te prendre dedans. Mais un autre exemple, par exemple, tu laisses ta trottinette, tu vas pas te la faire voler. Tu laisses ton vélo, tu vas pas te le faire voler. Dans les transports, t'as pas de pickpocket. Enfin, voilà, tu vois que les gens sont pas stressés de se faire voler un truc, sont pas proches de leur truc, sont pas inquiets de se faire agresser, sont pas inquiets... Enfin, tu vois qu'il y a pas un pet de travers, si je peux dire, pardonnez-moi l'expression, mais c'est très rare. Il y a eu une fois dans un des quartiers, le quartier coréen, là c'était plus le bordel, c'était sale, il y avait des gens bourrés et tout, mais déjà dans le reste de Tokyo, t'as pas le droit de consommer de l'alcool dans la rue, il y a des campagnes partout, si vous buvez dans les restaurants machin, n'embêtez pas les autres, ne soyez pas bourrés dans la rue, machin, puis ils savent que de toute façon, nous on l'a vu une fois, un touriste qui buvait une bière dans la rue, ils l'ont vidé devant lui et ciao en fait. Donc je pense que de toute manière les Japonais savent que il n'y a pas l'autorité partout, mais que si elle est là, elle est respectée et ils n'ont pas intérêt à faire n'importe quoi, je pense. Mais de toute façon, je pense que c'est culturel aussi. C'est culturel, le respect de l'autre, le fait d'être intègre en fait. Le vol, c'est pas quelque chose d'intègre, donc c'est pas quelque chose qui leur vient à l'esprit. Le fait de passer devant quelqu'un, mais en Suède c'était pareil, il y avait la queue mais c'était moins pire. Enfin franchement, en Suède t'allais dans un magasin, t'as la queue à la caisse avec des numéros et tout, enfin voilà. Là il n'y a pas besoin de numéros. Au Japon c'est vraiment chacun respecte l'ordre dans lequel on est arrivé, l'ordre tu vois vers les escalators, c'est pas un énorme brouhaha pour se resserrer sur un escalator, c'est chacun une personne l'une derrière l'autre. Et si t'arrives d'un côté, tu fais la queue, tu fais tout le tour pour arriver au bout de la queue. Il n'y a pas d'histoire que tu passes devant les autres. Et c'est des trucs cons, mais tu reviens en France, t'es là, gros, attends au moins que je sorte du RER pour monter dedans, non ? Passons parce que ça va me remettre dans une mauvaise énergie. Mais pour te dire à quel point, je pense que l'environnement dans lequel on vit est ultra important. Et moi, l'avantage, c'est qu'à Dijon, je vais à mon bureau à pied, je suis en centre-ville, je suis rarement confrontée aux cassos, aux gens qui peuvent agresser les autres. Voilà, t'en as toujours, t'as des gens bourrés tous les jours, t'as des gens complètement fêlés qui parlent tout seuls dans la rue tous les jours, mais voilà, globalement, j'ai pas trop un environnement qui est bruyant, je prends pas les transports en commun tous les jours, je suis pas serrée, ça pue pas, enfin voilà, je décide quand même globalement de là où je vais, dans mon bureau, dans un café, dans la rue, à pied, au sport et chez moi. Je déteste tellement les gens, c'est horrible à dire, hein, mais en France, je déteste les gens. Donc je limite mes déplacements, je limite les endroits que je fréquente, parce que j'ai pas envie d'être polluée par le manque de respect, d'être polluée par l'insécurité, d'être polluée par tout ça, parce que ça peut me flinguer intérieurement ma journée, mon bien-être en fait. Et là en fait à Tokyo, que tu sois dans une grande ville, que tu prennes les transports, que tu ailles dans un café, que tu ailles, peu importe, tu n'es jamais confronté à ça. Donc ça c'est un luxe mais incroyable. Et l'aspect sécuritaire, je l'avais déjà dit par rapport à la Suède, c'est qu'en fait quand t'es une femme, du coup tu te sens beaucoup plus en sécurité. Si j'avais fait ce voyage toute seule, j'aurais beaucoup mieux vécu que si je voyageais toute seule à New York, par exemple. Et ça, je l'ai vécu en Suède quand j'étais toute seule et que je rentrais de nuit, parce que même si je rentrais pas tard, en Suède, l'hiver, il fait nuit à 16h, tu rentres de nuit, t'as pas peur, quoi. Tu sais que tu vas pas croiser quelqu'un de mal intentionné, au contraire, si tu croises quelqu'un et que t'as un problème, il va t'aider. Et ça, c'est ultra bien, surtout quand t'es seule et que tu voyages. Si tu te dis, de toute façon, si j'ai un souci, on m'aidera de manière sincère, profondément gentille, etc., du coup, t'as moins peur, quoi. Tu te dis pas, je suis seule. Que je trouve dans nos pays, en France, aux States ou autres, t'as vite... Et encore aux States, ils sont plus gentils, mais voilà. Bref, en France, t'arrives, t'es un touriste, t'es tout seul, personne t'aide. Hein. Là, au Japon, comme quand j'étais en Suède, le peu de fois où on a un peu cherché notre chemin sur nos téléphones ou dans les bouches de métro et tout, il y a des gens qui sont venus nous demander si
on avait besoin d'aide. Enfin, ça, c'est le genre de truc que personne ne le fait en France. Tout le monde pense à sa gueule et basta, tu vois. Bref, la sécurité, c'était vraiment ultra cool, surtout quand on avait 3 valises, 15 sacs. Moi, j'étais là en mode, j'ai mon ordi, ma caméra, 3 caméras plus, enfin, ma caméra, ma grosse, ma petite, on avait 3 iPhones pour 2, 2 ordi. Enfin, voilà, à un moment, tu te dis, gros, moi, j'étais en stress, quoi. Dès qu'on prenait une photo, j'étais là, lâche pas les bagages. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était parce que j'avais l'habitude en France des pickpockets et tout. Mais là-bas, ça n'arriverait pas, quoi. Autre point, évidemment, ce n'est pas une légende, le Japon est le lieu de l'hygiène et de la propreté. Peu importe le logement qu'on a fait, déjà, c'était ultra clean. Même, je t'en reparlerai, on a fait un ryokan, je sais plus comment on dit. Ryokan. Bref, on a fait une auberge traditionnelle au Japon, qui était un truc ultra, pas cheap, mais voilà, c'est un mode de vie minimaliste, il n'y a pas beaucoup de choses dans la chambre, il y a des salles de bain communes, etc. En gros, une auberge de jeunesse en France, je pense, le truc, vu le prix que tu payes, ça doit pas être très propre. Et tu te dis, bon, c'est pas grave, j'ai payé que dalle, donc c'est pas gênant, tu vois. Ou en tout cas, c'est pas 100% des auberges jeunesse en France, je pense, qui sont propres. Et moi, je trouve que quand tu voyages en France, plus tu payes cher, plus ton service de propreté et d'hygiène est irréprochable. Au Japon, peu importe le prix que tu payes, en fait, la propreté n'a pas de prix. L'hygiène n'a pas de prix. L'hygiène est impeccable partout. Puisque aussi, dans les espaces publics, il est impeccable. T'as aucun déchet dans la rue, alors que t'as pas de poubelle. J'ai appris ça, je ne savais pas. Les Japonais gardent leurs déchets et les jettent chez eux. Donc, nous, c'était ultra chiant en tant que touristes, on prenait des matchas, machin, on trouvait pas de poubelle, c'était insup. Mais c'est agréable d'avoir une rue qui est ultra propre, alors qu'il y a un monde inimaginable. Tout est propre. On est arrivé, on est sorti de l'aéroport pour prendre le train. Avant de monter dans le train, t'as des bandeaux partout, on est en train de tout désinfecter, de tout nettoyer, t'arrives dans le train, il est propre de chez propre, mais comme si le truc il était neuf, tu vois. En Suède c'était pareil, les trains ultra propres et pas saccagés comme on peut les voir en France, parce que malheureusement, heureusement pour eux, il y a du respect, malheureusement pour nous, il n'y en a pas. Tu vois pas de tag dans les toilettes, voilà, les toilettes sont tous des toilettes japonaises ultra propres, franchement c'est un truc, ça devrait être normal, tu vois. Mais nous, ça nous choque parce qu'on a l'habitude des toilettes publiques dégueulasses. Des toilettes d'autoroute où tu t'oses même pas mettre un pied dans le truc. T'es une femme au Japon, tu te poses pas la question d'être en squat pour pisser, hein, je te le dis. Bref, voilà. Autre point qui fait que le Japon est pour moi une destination incroyable, c'est évidemment la culture. Je pense que tout le monde a cru que j'allais dire la bouffe. La bouffe fait une grande partie, en tout cas pour moi, de la culture. Mais globalement, au-delà de la bouffe, et tu vois, par exemple, à New York, moi, mon seul truc, c'était la nourriture, parce que t'as rien d'autre. Culturellement, t'as pas grand-chose. Au Japon, t'as des temples partout, t'as des temples magnifiques, entourés de forêts, au milieu de Tokyo, quoi. Et à côté, t'as les buildings, et ils ont préservé ça. Et tu rentres dans ces forêts, tu rentres dans ces temples, tu sens le côté sacré, tu sens l'ambiance, tu sens le respect, tu sens toutes ces choses. C'est magnifique aussi parce que c'est des architectures qu'on n'a pas en Europe. Voilà, c'est vraiment une manière différente de vivre la spiritualité, de vivre en communauté. Et c'est incroyable à vivre et à voir au moins une fois dans sa vie. Autour des temples, il y a souvent soit des commerces artisanaux, soit des petits passages avec des décorations, avec des lampions. Voilà, c'est vraiment joli, de jour comme de nuit. Voilà, c'est des trucs, je pense, tu t'en lasses pas. En fait, plus tu vas au Japon, c'est pas en mode, bon, ce temple, je l'ai déjà vu, c'est à chaque fois que tu y vas, tu vis quelque chose de différent presque. Donc, je pense qu'on n'a pas fait le tour de la culture japonaise. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. À Kyoto, ça nous a permis de voir beaucoup plus la tradition. On a dormi une nuit dans une chambre traditionnelle japonaise. C'était incroyable. On avait l'impression d'être dans Pékin Express. Donc, c'était trop bien. Mais voilà. Après, nous, on a adoré forcément le côté ville, activité, lumière, etc. Mais il y a toute une partie vraiment très traditionnelle qu'on n'a pas
vu. On l'a vu un petit peu à Kyoto, mais ça reste quand même une grande ville, Kyoto, donc je pense que si tu vas un petit peu dans les terres et tout, c'est une autre expérience. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je retourne au Japon. Il y a encore tellement de facettes du Japon que j'ai pas vues, tellement d'endroits à découvrir, tellement de choses à voir. Enfin vraiment, c'est un pays qui est tellement complet, tellement riche que tu peux pas faire le tour en 2 semaines. Et qui est tellement différent de notre culture aussi. Que voilà. Et évidemment, je vais pas parler de la bouffe pendant des heures, vous avez dû le voir si vous avez suivi mes vlogs quotidiens sur Instagram. On s'est régalé, le poisson est incroyable, la viande est incroyable, je ne savais pas à quel point leur bœuf est incroyable, délicieux. On n'a jamais mangé de la viande et du poisson aussi bon. Donc on s'est régalé. Alors par contre, moi qui disais je pourrais me nourrir que de nourriture asiatique pendant le reste de ma vie, c'est faux. Les légumes me manquaient, le fromage me manquait, le vin me manquait, donc je suis quand même contente en termes gastronomiques d'être en France. Mais voilà, donc ça m'a un peu calmée sur cette notion de bouffe asiatique. Et je pense que ça va me calmer aussi sur ma consommation de sushi en France, parce que je vais me dire, bon, ils sont pas aussi bons qu'au Japon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour mon portefeuille. Mais voilà, pour te dire à quel point, en termes de culture, c'est varié. Et tout ne réside pas seulement dans la nourriture, même si ça en fait grandement partie. Dernier point de ce que j'ai adoré au Japon, c'est globalement le rapport qualité-prix. Je pensais que Tokyo, comme c'était une grande ville, ça allait être cher. Après la pilule que j'ai pris à New York en termes de budget, je me suis dit, voilà. Bon après, c'est un voyage qui m'a coûté cher. J'ai pas fait le calcul, j'avoue, mais parce que j'ai acheté plein de choses sur place, parce que voilà, on a fait le maximum qu'on pouvait et les logements étaient quand même pas donnés. En gros, globalement comparable à New York, ce qu'on avait vécu hors saison. Mais par contre, en termes de nourriture, tout est quali. Comme je te disais, la qualité du poisson est dingue, peu importe où tu vas. Et on a mangé des sushis, mais vraiment, nous, on mange beaucoup pour 10 balles par tête, 15 balles avec la bière. Tu te dis, mais what, tu sors du Jap où tu t'es enfilé des sushis, mais à n'en plus finir, où t'as bu 1 ou 2 bières et t'en as pour 30 balles, t'es là, ok, bon bah on va y retourner demain. Pareil, le bœuf, on l'a fait une fois, une expérience beaucoup plus sophistiquée, donc qui était plus chère, mais sinon, les barbecues japonais avec la viande de bœuf, c'était pas... Voilà, par tête, ça devait être 20 balles, alors qu'il y avait des bouts de bœuf... De qualité incroyable. Donc franchement, le Japon, c'est un voyage qui coûte cher parce que les billets, parce que le logement et parce que sur place, tu fais plein de choses et t'achètes plein de trucs. En tout cas, moi, j'ai ramené une valise supplémentaire, hein, je te le dis, pour acheter du matcha, pour acheter plein de choses. Et encore, tu vois, les matchas que j'ai ramenés, ça m'a pas coûté grand-chose. La cosmétique que j'ai racheté, mis bout à bout, ça m'a coûté. Mais en fait, quand tu vois la quantité que j'ai, c'est rien par rapport à ce qu'on peut acheter ici. Mais du coup, voilà, faut prévoir quand même un budget conséquent pour pas te limiter. Les trajets aussi d'une ville à l'autre peuvent vite faire monter le budget, mais par contre, franchement, par rapport à un voyage à New York, ça n'a rien à voir. À New York, on mangeait pour 100 balles, 70-100 balles pour 2 par repas. Donc à un moment, t'es là, ouais bon, vous êtes gentils, tout ça pour bouffer des burgers, quoi. Voilà, un peu ce que je voulais te dire sur le Japon. Je suis trop contente. Comme je te disais, j'ai hâte d'y retourner. Je pense qu'on ira aussi en Corée. Je vais me renseigner un petit peu, mais je me dis que ça peut être sympa et j'en ai entendu beaucoup de bien. Les petits tips que je voulais te donner, c'est de ne pas prendre les petits déjeuners inclus avec les hôtels. Enfin, de prendre le petit-déj, l'hôtel, je vais arriver sans le petit-déj quand tu réserves sur Booking ou autre. T'as tout le temps l'option petit déjeuner inclus. Nous, on l'avait fait à New York en se disant comme ça nous coûtera moins cher en termes de repas. On le fait souvent. Là, je ne l'ai pas fait en me disant on va aller boire notre petit matcha et tout à l'extérieur, ça va être bien. Eh bien, j'ai bien fait parce que les 2 fois où on a pris le petit-déj de l'hôtel, c'était une catastrophe. Le petit-déj au Japon, ça n'existe pas. C'est du riz, de la soupe miso. C'est pas des croissants, c'est pas des œufs brouillés, c'est pas... Voilà. On s'est retrouvés avec des salades de pâtes, avec des fruits de mer dedans. Enfin, avec de la pizza au petit-déj. Bref, il n'y a rien qu'à l'ait. Et ça m'a plus écœuré qu'autre chose. Donc, ne prends pas ça. Ça te coûtera moins cher et ce sera plus efficace. Ce que je te recommande aussi, c'est ce que je te disais. 7 jours à Tokyo, franchement, c'est suffisant pour faire plein de choses. 2 jours à Osaka, ça a été trop court pour nous parce qu'on a fait 1 jour entier à Universal Studios. D'ailleurs, je viens de penser que j'ai jamais sorti le vlog. Faut que je le fasse. C'était incroyable. Franchement, si tu vas au Japon, va
au parc Universal Studios à Osaka. C'est l'occasion ou jamais d'y aller. Il y en a très peu dans le monde. Il est incroyable. En plus, quand t'es au Japon, bah, t'as cette culture des animés, t'as cette culture des Pokémon et tout. Enfin, c'est l'occasion ou jamais d'y aller. Évidemment, les attractions sont en japonais, donc c'est pas idéal. Mais de toute façon, tu fais 2 heures de queue pour une attraction. Donc nous, c'est surtout l'ambiance qu'on a aimé, le fait de se balader dans le parc. On a dû faire 2 attractions à tout casser. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est incroyable. Le monde de Mario, c'est génial. Attention à bien réserver avant, je ne le savais pas, c'est pour ça qu'on a dû rester toute la journée au parc. Mais franchement, c'était une super expérience. Mais par contre, attention du coup à te rajouter un jour de plus à Osaka parce que tu perds une journée à Universal Studios et nous, on est un peu frustrés de ça. Le seul regret qu'on a, c'est de ne pas avoir passé plus de temps à Osaka parce qu'on n'a quasi rien vu, alors que ça avait l'air génial et ça nous a beaucoup plus plu que Kyoto. Kyoto, c'est plus traditionnel, donc nous, au bout de 2 jours, ça aurait été assez pour nous. Et comme d'habitude, comme on était bien organisés, qu'on faisait plein de choses dans une journée, bon bah voilà, on aurait mieux fait d'inverser le jour en plus à Osaka et pas à Kyoto. Comme je te disais, teste au moins une nuit la chambre traditionnelle japonaise dans un ryokan. C'est les auberges traditionnelles, j'arrive plus à parler. Tu dois l'entendre, j'ai le nez bouché aussi parce que je suis revenue malade. Mais voilà, teste au moins une nuit, c'est trop drôle. On avait les kimonos, enfin franchement on s'est marré. C'était incroyable, donc ça change un peu des grands hôtels qu'on avait pris. Et puis, dernière astuce que je t'ai déjà un peu spoilée, c'est de prendre une valise vide. Si tu es comme moi et que tu as envie de tout ramener à chaque fois, franchement à New York, je savais pas quoi acheter à mes proches pour leur ramener en cadeau. Là, à Tokyo, je ne savais pas quoi ne pas acheter et comment me limiter. À mes copines, je leur ai ramené 3 trucs différents, à ma sœur 4 ou 5 trucs, à mon neveu, on n'en parle même pas. En fait, à chaque fois, j'avais envie d'acheter plein de trucs et du coup, j'ai ramené plein de petites choses parce que tu vas voir, rien n'est très cher, donc ça te permet de ramener plein de petits trucs et d'avoir des souvenirs de ouf, mais du coup, bah forcément, ça s'accumule. Et nous, on avait pas assez de place dans nos valises, donc on en a rajouté une. Et voilà tout ce que j'avais à te dire par rapport à ce voyage. En conclusion, c'était incroyable, c'était génial, j'ai hâte d'y retourner. C'est Tokyo, c'est New York, mais en beaucoup plus calme et en beaucoup plus apaisé. Et moi, j'ai trouvé encore plus beau, encore plus grandiose, encore plus tout. Franchement, voilà, c'est un voyage à faire et je suis ravie de l'avoir fait cette année et j'ai hâte d'y retourner ou de découvrir d'autres facettes de l'Asie. Je te dis à la semaine prochaine pour reprendre les épisodes plus business, mindset et création de contenu. Bisous!